La dérive idéologique, dans un sens mondialiste, du poutinisme en Russie est de plus en plus criante. Et ce processus n'a cessé de s'accélérer depuis l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022. À l'origine, le parti de Poutine, Russie Unie, Yedinaya Rossiya, était une sorte de droite conservatrice qu'on pourrait comparer à la CDU allemande éventuellement, ou tout simplement au Fidesz hongrois. Un parti pseudo-pluraliste qui devait donc faire avancer la nation russe vers un avenir meilleur. Donc une droite conservatrice qui se réfère aux valeurs chrétiennes de l'orthodoxie, qui conteste l'idéologie woke d'une manière générale et s'oppose donc à toutes les évolutions sociétales que l'Europe occidentale peut connaître. Ce régime prétend, par exemple, dénoncer, un peu comme le fait d'ailleurs aussi Trump, l'immigration en Europe, et a soutenu des partis nationalistes à plusieurs reprises et continue d'en soutenir. Toutefois, à partir de février 2022, le discours a profondément changé. Il ne faut pas négliger, en ce sens, la conférence poutinienne qui s'appelait « Un monde sans nazisme », Mir bez nazisma, et qui donnait la part belle à des représentants des anciennes colonies européennes, notamment en Afrique. Cette dérive soviétique ou néo-soviétique est de plus en plus totale. Il y a donc un antifascisme de carnaval, avec ce principe stalinien consistant à fasciser ou nazifier tout ce qui vous dérange. Exactement comme la pensée politique en Europe occidentale. C'est le même raisonnement. C'est la récupération, notamment, de la victoire du 9 mai 1945 par le régime poutinien. Mais on constate la même chose avec Macron et les dirigeants d'Europe occidentale qui aussi sont obsessionnels sur ce sujet. Il aurait fallu faire comme l'avait fait le président Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, c'est-à-dire arrêter, au bout d'un certain temps, toutes ces commémorations qui rappellent les divisions en Europe, les haines, les combats. Il faudrait mieux fêter la réconciliation des Européens. C'est pas du tout dans le sens d'une réconciliation entre Européens que le 9 mai 2025 a été organisé par Poutine, qui a donné la part belle à des troupes non européennes, jusqu'à aller enserrer un soldat coréen, comme Mélenchon avait fait avec une femme musulmane inquiète de l'islamophobie, c'est-à-dire vraiment de la comédie. Un Poutine qui se sent obligé de dire que toute la patrie russe est derrière lui et derrière cette intervention militaire, et le disant, il prouve que c'est faux, bien entendu, puisqu'il n'a pas besoin de le dire si c'était le cas. Donc là aussi, enrégimentement de la population, répression et autres. Le nationalisme russe est désormais démonisé. Poutine a déclaré que le nationalisme, y compris russe, ne pouvait mener qu'au nazisme, sa nouvelle bête noire. Cet antifascisme de carnaval est associé à un antiracisme de carnaval également, qui en réalité se résume à un racisme anti-blanc, tout simplement, un racisme anti-européen, donc contre les autres Européens, et les Ukrainiens aussi, mais aussi contre le propre peuple russe. Ce qui favorise l'immigration non européenne en Russie, évidemment, et on se souvient de la façon dont le pouvoir russe a refusé de reconnaître le caractère islamique de l'attentat du Crocus, accusant les Ukrainiens ou d'autres, et il n'y a consenti à l'arrivée face aux faits évidents que du bout des lèvres. La complaisance d'un Poutine à l'égard de l'islam et même de l'islam radical a été démontrée par le geste d'embrasser un Coran, tout simplement, les concessions massives faites à l'islamisme tchétchène, ou encore le fait qu'un jeune russe soit arrêté pour simplement avoir brûlé un Coran et risque aujourd'hui des années de prison. On est donc dans une dictature mondialiste, clairement, antinationaliste et anti-identitaire. Alors, les nationalistes russes ont été réprimés ou soumis, donc concrètement, le choix qui leur a été fait était celui-là. Dissolution de Rodina, de Rogozine, qui dénonçait l'immigration non européenne. Rodina a disparu, Rogozine a tenté de recréer un parti politique russe, donc Grande Russie, Velikaya Rossiya, mais il n'a jamais pu en déposer statut. Il a fini par se rallier au régime poutinien. Ceux qui ont refusé de se rallier, le DPNI de Belov et les autres, ont été dissous. Et il n'y a plus de marche russe depuis maintenant presque 10 ans. C'était une marche nationaliste que les Russes organisaient. Navalny, sous de faux prétextes, a été arrêté, incarcéré et finalement mort en prison. Les arrestations continuent. La dissolution de l'organisation mémoriale qui dénonçait les crimes du bolchevisme et du communisme a donc elle a aussi été dissoute. On est donc à la négation des crimes commis et dans la récupération pure et simple de la Grande Guerre patriotique
qui donc a permis aux soviétiques de vaincre l'Allemagne nazie. Rappelons d'une certaine manière le paradoxe des choses. L'Allemagne a été vaincue, mais a été ainsi libérée du totalitarisme de droite qui la dirigeait, au prix évidemment de nombreux morts. La Russie a vaincu, mais au prix de conserver un régime totalitaire de gauche, le stalinisme, responsable de millions de morts, là aussi. Là est le paradoxe. La véritable victoire du peuple russe aurait été de se défaire de Staline. Malheureusement, non seulement le peuple russe n'a pas réussi à se défaire du communisme, mais sous la forme du poutinisme, ce régime sordide renaît d'une autre manière. Bien entendu, comme je l'ai dit, Russie unie se veut conservateur et libéral en matière économique, ce n'est pas du communisme. Mais ça en a les méthodes, ça en a les symboles également. Il est évident que ça s'inspire un petit peu de la démarche de la Chine communiste, qui est capitaliste dans les faits, mais qui a conservé le caractère autocratique du régime chinois communiste. Les alliés de la Russie d'aujourd'hui font pitié. Nous avons le pire régime de la planète. L'Iran islamique, Maduro, la Corée du Nord, sans parler de la soumission plus évidente de la Russie à la Chine. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant et de révélateur. Nous sommes donc bien dans une situation néo-soviétique. Il y a également la politique pro-africaine de la Russie, au détriment certes de la France, mais il faut aussi le souligner. Tout ce qui dérange le poutinisme est écarté, à l'image d'un Prigojine, et contrôlé. Il n'y a donc plus de démocratie réelle en Russie. Lorsqu'il y a eu des élections présidentielles, vous savez qu'aujourd'hui la constitution russe permet à Poutine de rester président jusqu'en 2036, eh bien, il y a le parti du pouvoir, avec son président obligatoire et naturel, Poutine. Un Medvedev quelconque n'est plus devenu qu'une sorte de guignol excité. Et puis, également, on a des partis fantoches autorisés. C'est ce qu'on appelle, au sens strict, l'opposition contrôlée. Donc, nous avons le LPDR, l'ancien parti de Zhirinovsky, désormais décédé, qui n'est plus dirigé que par des seconds couteaux. Le Parti communiste de la Fédération de Russie, le KPFR, qui n'a plus l'éternel Zyuganov comme candidat, et donc des personnalités totalement inconnues, et un parti complètement inventé par le Kremlin, qui s'appelle Russie Juste, une sorte de centre-gauche plus ou moins théorique. Tout candidat qui viendrait d'ailleurs serait entravé. On l'a vu qu'il y avait un candidat qui commence à monter, qui n'était pas contrôlable par le Kremlin, alors on lui a empêché simplement de candidater. Ça s'est réglé ainsi. La Russie maintient des élections, mais ces élections, évidemment, ne sont plus un enjeu. Le score du président est plus ou moins décidé à l'avance. Voilà où on en est exactement. Cette dérive est un fait. Ça ne veut pas dire qu'on devient russophobe en le disant. Le peuple russe est un peuple européen, le demeure. Au contraire, si on veut que le peuple russe le demeure, d'ailleurs européen, et non pas mondialisé, comme les États-Unis ou ce que devient l'Europe occidentale, on voit bien que le régime actuel est extrêmement nocif. Une démocratie à l'occidentale, ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Mais de toute façon, nous ne sauverons pas la situation européenne sans l'appui du peuple européen. Et nous n'aurons pas l'appui du peuple européen s'il ne peut pas s'exprimer librement, même si c'est un risque. La démocratie est un risque, mais c'est un risque qu'il faut courir. Beaucoup plus qu'une autocratie qui, de toute façon, se retournera contre le peuple. Donc, le 9 mai 1945, victoire soviétique. Le 9 mai 2025, parade symbolique de la victoire, Pabieda en russe, du poutinisme. Alors, résumons un petit peu l'équation, pour être tout à fait honnête. Qui est allé le voir? Qui s'est rendu à Moscou, malgré les mises en garde de l'Union européenne actuelle et des chefs d'État d'Europe occidentale? Président arménien. L'Arménie aujourd'hui est très fragilisée. Elle a été lâchée par la Russie dans son opposition à l'Azerbaïdjan. Donc c'est une façon d'essayer de mendier un petit peu la bienveillance russe. C'est pas forcément très noble, mais ça se comprend. A priori, pas de Géorgiens présents en revanche. Et puis, alors, au sein de l'espace européen classique, Union européenne ou non, deux figures ont tenu à y aller. Après avoir dit être malades et donc annuler leur présence, ils sont bien présents, ils étaient bien présents hier. Il y a Aleksandar Vučić, le dirigeant de la Serbie, très contesté dans les rues, notamment par une révolte étudiante,
qui doit jongler entre l'aspiration des Serbes à la rejoindre l'Union européenne, auquel il prétend y être favorable, mais on se souvient que le gouvernement géorgien actuel avait prétendu aussi y être favorable, et évidemment ce qui lui est reproché, notamment la corruption. De l'autre côté, il y a donc Robert Fico, on écrit Fico en français, donc qui est le dirigeant slovaque, qui bizarrement est à la tête d'un parti qui fait partie des partis sociodémocrates. Ça ne s'invente pas, alors que la dérive autocratique modérée, certes, de la Slovaquie existe. Et lui aussi est allé donc à ce défi de la victoire en rappelant que la Slovaquie a été occupée par l'Union soviétique après 1945. La Slovaquie ne faisait pas partie du camp soviétique. Il faut le préciser, à la différence d'autres pays. Donc, il fait l'occupation de son propre pays. C'est un peu paradoxal quand même, tout de même un peu n'importe quoi. Les deux, seuls avec Palestiniens en prime. Voilà. Le reste, la Chine, la Corée du Nord, le Venezuela, etc., c'est-à-dire des régimes néo-gauchistes, néo-communistes, paléo-communistes peut-être même dans certains cas, et effectivement, donc, présence claire de la Corée du Nord. Avoir un allié pareil, c'est assez pitoyable, honnêtement. Tout cela aura été, ce défilé de la victoire est absolument pathétique, car c'est le défilé de la défaite de la Russie européenne vis-à-vis de l'Asie. C'est assez triste. Il est évident qu'aujourd'hui, le pouvoir poutinien ne va pas dans le sens des intérêts du peuple russe. C'est de plus en plus clair. Et bien sûr, on m'opposera un argument simple, c'est « et chez vous ». Mais les fautes des uns n'excusent pas les fautes des autres. La médiocrité de la direction politique de l'Europe occidentale n'excuse pas la médiocrité des autocraties d'Europe centrale et orientale. En fait, nous perdons dans les deux cas. Il n'y a pas d'espoir à l'Est et il n'y a pas d'espoir à l'Ouest. Le seul espoir qui existe encore, c'est dans le cœur de la majorité des Européens, en espérant que cette volonté-là émerge et puisse changer l'histoire, car nous avons besoin de changer l'histoire, sinon nous connaissons le résultat.